Alors là, nous allons entamer la question de la mondialisation. Je m'arrête sur ce thème parce qu'il est un peu en prolongement de ce que nous disions sur le règne des multinationales qui oriente les décisions des gouvernements à l'échelle planétaire, dans les pays occidentaux à économie libérale. L'image qu'on donne de la mondialisation quand on en parle dans l'économie, c'est une belle image d'Épinal. Oui, on peut voyager partout et on a le sentiment que cela est dans l'intérêt des terriens puisque on peut commander partout. Et l'image intéressante qui est donnée, c'est que la compétition généralisée permet que leurs clients ont le choix et la baisse des prix. Donc, on associe cela au progrès, à quelque chose d'inéluctable. De toute façon, si vous voulez rester sur votre compte et ne pas rentrer dans la mondialisation, c'est que vous êtes un passéiste. Et dans les débats politico-économiques, dans les élections entre partis dans les différents pays, chez nous compris, on dit mais vous ne voyez pas, ils veulent rester fermés sur eux-mêmes, mais on est à l'heure de la mondialisation, on ne peut pas faire autrement. Donc, ça, c'est l'image, c'est les prétextes qui disent qu'on ne peut pas en sortir. Mais dans la réalité, c'est un monde de barbarie. C'est un monde où, à la tête des circuits économiques qui concernent les matières premières, les sources d'énergie, les transports aériens maritimes, il y a une poignée de multinationales. Et comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont des gouvernements à leur service et qui décident. Et qui ne décident qu'en fonction de leurs intérêts. Dans la réalité, il n'y a pas de liberté de commerce ou de choix entre les différents pays. Hein, puisque les puissances occidentales impérialistes font barrage à toute concurrence, mondialisation de ceux qu'ils contrôlent. Mais ça ne signifie pas liberté pour des pays africains de fixer le prix de leurs matières premières, puisque c'est à la bourse que ça se décide en fonction de ceux qui possèdent les capitaux qui sont implantés dans les différents pays africains ou asiatiques. Donc, il y a une liberté uniquement pour les multinationales occidentales. Les pays du tiers-monde ne sont pas libres de développer leur position. Mais même quand la Chine devient première puissance, elle devient vraiment une possibilité de, effectivement, imposer des échanges multilatéraux, eh bien, elle devient l'objet de la préparation de la Troisième Guerre mondiale. Et en plus, on a beaucoup lutté pour qu'elle ne rentre pas à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Maintenant qu'elle y est, on prend des sanctions sous des prétextes politiques soi-disant pour bloquer ces possibilités de développer. Des mauvais coups contre Huawei, etc. Donc, il n'y a pas de liberté de concurrence. Il y a, bien sûr, une globalisation économique, c'est le terme anglais qui est préféré à mondialisation. Il y a une globalisation, l'économie est interconnectée partout, mais elle est entre les mains de quelques puissances impérialistes. Donc, pour montrer que, au-delà de ces effets d'annonce et de ces réalités économiques que nous disons, il faut insister sur le fait qu'il y a une guerre sans moment pour que les impérialistes occidentaux conservent la mainmise et empêchent toute forme de mondialisation qui serait basée sur des échanges loyaux, gagnant-gagnant entre pays. C'est par exemple, revenons dimanche dernier, nous parlions de l'affaire des sous-marins entre alliés. On a besoin de vendre des sous-marins, on a un contrat, 56 milliards, mais en face, un rival impérialiste a aussi avancé sous-marins et a ses projets militaires. Donc, on vous crache dessus, il n'y a pas question de mondialisation. L'Australie fait son pacte avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et puis là, vous commencez à crier, ouais, c'est des traites, je ne veux pas parler aux Australiens, etc. Mais c'est une illustration que la mondialisation n'empêche pas la lutte, la loi de la jungle de continuer à
s'appliquer. Mais c'est surtout concernant l'Afrique que je voudrais prendre l'autre exemple. Le Mali a son gouvernement. Il décide de faire venir des mercenaires russes pour lutter contre les djihadistes, etc. La France, qui contrôlait la région avec son opération Barkhane, avait déjà annoncé qu'elle allait diminuer ses troupes. Le gouvernement malien, qui sait que la France n'est pas fiable, en toute souveraineté, décide de faire venir. Nous, moralement, intellectuellement, pouvons ne pas être d'accord avec le principe d'utilisation des mercenaires, c'est clair. Mais il y a tout qu'à faire. Et en premier lieu, les États-Unis, nous n'avons cessé de rappeler que pendant la guerre contre l'Irak, il y avait plus de mercenaires qui travaillaient pour les Américains que de soldats propres à l'armée états-unienne. Donc, c'est la loi du genre. En quoi la France peut-elle se permettre de dire au Mali, si vous acceptez des mercenaires russes, je retire le reste de mes troupes. Blague qu'a fait. Sauf que le gouvernement malien a fait Codillon Mariam en disant d'accord, ok. Il a fait venir ses mercenaires et il a signé un contrat d'armement avec la Russie qui lui a déjà livré des hélicoptères. La France montre, ah oui, c'est intolérable, c'est injustifiable. Là encore, on voit le racisme des colonialistes français. Macron se permet de dire, ce n'est même pas un gouvernement. Ce n'est même, c'est que ça, c'est les propos racistes. Ce n'est pas un gouvernement. Mais il signe un accord, et puis c'est où ça? C'est pas un gouvernement. C'est qui qui signe? C'est tout simplement de mauvais perdants, etc., et qui laissent passer son racisme. Donc ça, c'est... Il y a aussi l'exemple des pressions états-uniennes pour empêcher la Turquie d'acheter des armements russes. Et vous dites qu'on est dans un monde de libre commerce, de libéralisme économique et de compétition, de concurrence. Non, c'est vraiment un leurre de croire que mondialisation signifie harmonie économique, justice économique, compétition saine. Ce n'est pas vrai. Ce qui est caché derrière le mot mondialisation, c'est la dictature de la pensée unique et des intérêts uniques. Intérêts uniques parce que les peuples ne tirent rien de la mondialisation. Vous connaissez les chiffres de la pauvreté qui explosent partout. Aux États-Unis, les millions de gens qui perdent leur maison, le nombre de suicides. Il y a eu un rapport cette semaine encore en France, fait par les Frères des Pauvres, qui montrait l'isolement des personnes âgées. Cela concerne des millions de personnes. Donc je parle là de pays occidentaux, mais allez voir dans les pays néocolonisés, hein, c'est vraiment un appauvrissement. Vous connaissez la fameuse formule du 1%, c'est 1% qui tire profit de la mondialisation, puis 99% qui constituent les peuples dont la situation se dégrade au fur et à mesure, et notamment sur les questions sanitaires. Quand on dit que, cette semaine on l'a dit, les États-Unis ont franchi la barre de 700 000 morts du Covid, ça devrait nous faire réfléchir. Le pays où on vaccine, le pays qui est la première puissance du monde, c'est lui qui a le plus de morts du Covid. Et c'est peut-être qu'un riche a mal tourné qu'il ait le Covid. Mais ce sont les pauvres qui sont victimes. C'est ceux qui ne peuvent pas se soigner. Au Brésil, ceux qui meurent, c'est l'un des pays qui vient après, c'est ceux qui ne peuvent pas se soigner dans les favelas. En Inde, c'est ceux qui faisaient la queue pour avoir un bidon d'oxygène à remplir qu'ils ne pouvaient pas. La mortalité massive liée au Covid n'est pas due au Covid. Elle est due à la pauvreté et au fait que la mondialisation telle qu'elle est conçue, la globalisation telle qu'elle est conçue, est faite pour diminuer les possibilités de soins, de nourriture, de vie des couches populaires qui s'endettent, qui se suicident. Et alors, non seulement les peuples, mais également la planète, puisque la fameuse obsolescence programmée, avec les destructions de biens,
le fait qu'on puise les richesses de la planète, le fameux jour du dépassement, on a calculé que chaque année, l'humanité utilise, je dis l'humanité, disons les multinationales, les producteurs, le système, utilise les ressources qui ne peuvent pas se renouveler à partir d'un certain jour. Ça veut dire que ce qu'on produit pour que la nature se régénère, on le finit de plus en plus tôt au cours d'une année. Donc tout ça, c'est la conséquence de cette conception. Et j'ai parlé donc d'intérêt unique, mais il faut dire aussi la pensée unique. Parce qu'on a vu que toute la propagande qui est faite dans les médias avec le relais des gouvernements au nom des multinationales a pour conséquence qu'on oblige tout le monde à penser de la même façon, sur la base des mêmes critères en matière d'économie et tout. Et au fur et à mesure, que les gens soient de bonne foi ou de mauvaise foi, ce qui domine, c'est la pensée unique et la pensée résistance. Les autres conceptions du développement, elles se développent. Il y a des gens qui luttent, mais dans la globalité, cette pensée-là est de plus en plus marginalisée. Ça va faire des étincelles à un moment donné, c'est sûr. Alors, les gens qui, même s'ils ont la pensée unique, voient la cherté de la vie, le gaz. Vous pourrez faire le baratin que vous voulez, monsieur le préfet, ou les gens de la raffinerie. Les gens ne vont pas accepter qu'on continue à les couillonner sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, sur le prix de ce qui est vendu dans les supermarchés des grands propriétaires là. Les gens, et il y a les réseaux sociaux, même si vous censurez, ça circule, et il y a de plus en plus une poussée de la révolte contre ce système qui, à un moment, sera obligé, c'est pour ça qu'il prépare la fascisation, de frapper. C'est à nous d'être prêts, justement, capables de résister. Alors, j'ai parlé de tout cela pour les intérêts, et j'ai commencé à parler de la pensée unique, et pour dire que nous fonctionnons, pour beaucoup, même quand il y a des idées progressistes, sous le poids de la pensée unique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, cette semaine, on a encore parlé. Chère population, votez pour le plus beau monument de France. Nous, Adam, hein? On avait voté pour la plus belle ville de France, Sainte-Anne-des-Adam. Mais avant ça, il y a eu voter pour le plus bel arbre de France. Le plus bel arbre de l'humanité. Je dis, hein, mon café, vote, dépenser l'argent pour désigner le plus bel arbre. Et puis on a l'UNESCO qui dit, ah ben on va mettre des choses au patrimoine de l'humanité. Ah, le couscous est patrimoine de l'unité. Nous cagoumons pour la yole patrimoine de l'humanité. Donc cette pensée unique c'est quoi? C'est qu'on nous dit, il faut être dans une compétition en tout pour être le meilleur. Et ça a un impact économique. On a une visibilité. Les gens vont venir. On fait une course de bateau là, arriver ici. Mais le tourisme va reparaître. On est dans l'esprit capitaliste de compétitivité. Et puis l'illusion que c'est ça qui va nous permettre de nous développer. Mais, première question. Qui décide de ce qui doit être au patrimoine de l'humanité? Qui décide il faut choisir le meilleur arbre? Il faut avoir le meilleur. C'est toujours l'autre bord qui a pris une initiative là. C'est lui qui nous a demandé, on fait un dossier pour avoir de l'argent pour être patrimoine, pour être cela. On ne voit pas qu'il y a un problème dans ça. On demande aux impérialistes, à leur culture, à leur service, de désigner ce qui est le meilleur. Et puis on est fiers, j'ai le plus bel arbre. J'ai mon couscous. Premièrement, c'est une insulte à l'humanité. Comment peut-on dire qu'un arbre est le plus beau de tous? Parce que monsieur a dit que c'est le plus beau? Que j'ai déposé un dossier? Que j'ai bien rempli mon dossier? Comment peut-on dire que le couscous, c'est le patrimoine de l'humanité? Et puis, Tinenon Maurice, c'est pas
le patrimoine de l'humanité. C'est quoi le patrimoine de l'humanité? C'est ce que l'humanité fait, ce que les peuples créent pour manger d'après leur environnement. Tout est patrimoine de l'humanité. Pourquoi je vais dans une compétition pour dire, pour que l'autre me dise ça c'est patrimoine, ça c'est pas patrimoine. Puis je suis fier. Et dans le coup des monuments, alors, quels sont les monuments qui sont éligibles? Les représentants de la royauté de France. Ah, faut nous plaire pour Notre-Dame. C'est la plus belle cathédrale du monde. Et Château de Versailles, etc. Et puis on m'a dit, ah, mais on a mis le lycée Cherchez dans le patrimoine. C'est n'importe quoi, c'est de l'aliénation. Et tout ça est fait, je relis à la question de la pensée unique. Ça nous met dans un système de compétition, de lutte pour intérêt économique, etc. Ce n'est pas ça qui va développer un pays. En tant qu'enseignant, je rappelle que je disais très souvent à mes élèves, ne cherchez jamais à être les meilleurs. Alors certains disaient, pourquoi, monsieur, il ne faut pas être meilleur? Chercher à être meilleur, ça veut dire cultiver son ego. Ça veut dire se comparer à d'autres. Ça veut dire induire des oppositions malsaines, parce que celui-là était premier, je suis deuxième, etc. Chercher à être meilleur, ça sanctionne les inégalités sociales. Il réfléchit, je dis, par contre, en tout ce que vous faites, cherchez à être excellent. Nous devons chercher à être excellents. Nous devons faire en sorte que notre yole soit connue parce que nous faisons connaître notre yole, parce que nous menons des opérations pour qu'elle soit visible. Mais nous ne devons pas faire une chose parce que monsieur a dit que c'est bien. Nous devons décorer notre arbre, dire c'est majestueux, voilà, il y a des esclaves qui venaient là pour faire un apport culturel parmi d'autres apports culturels sans être chercher à être le meilleur. J'insiste sur cette affaire-là parce que ça montre que, en même temps qu'il y a la mondialisation économique avec toutes les injustices qu'on a dit, il y a la pensée unique qui fait que on soutient la mondialisation inconsciemment par le fait qu'on répond à ces critères, qu'on rentre dans les cadres des compétitions qu'il mène. Il nous faut comprendre qu'il faut remettre ça. La mondialisation aussi, c'est la compétition pyramidale et la conception pyramidale de la société. Parce que on a bien dit qu'il tue l'État, mais on a bien dit que c'est les multinationales qui décident à travers le gouvernement qui impose des mesures, des lois. Donc la pyramide, c'est les élites, c'est Macron, c'est les économistes, c'est les journalistes occidentaux qui dictent la pensée. Et tout est pyramidal dans la société. Aujourd'hui, il faut casser ça. Premièrement, on ne veut pas de mondialisation économique. On veut développer, il faut, pour sauver la planète et développer notre pays, développer des circuits courts à partir de ce qu'on a, sur la base de besoins réels. Il faut prioriser le caractère endogène de tout ce qu'on fait. Je ne peux pas faire de la monoculture de bananes parce que des gens ont besoin de desserts en France et puis que les sociétés des grands propriétaires engagent des profits. Non, je dois faire une agriculture qui permette que la Martinique fournisse des aliments, tirer toutes ces grandes plantations là, mettez des bagailles qui a servi à peuple là. Si nous ne pouvons pas mettre des bagailles pour manger parce que nous avons tout terre, on nous mettait des bagailles pour faire textile, des bagailles pour faire etc., etc. Donc, le caractère endogène de l'économie. Il faut également faire en sorte que tout ce qui est décidé vient de la base. Les gens veulent aménager un quartier, ce n'est pas le technicien de la DD qui doit dire comment je dois organiser mon quartier. Il faut que les gens du quartier soient dans une structure qui leur permette de dire voilà ce que nous voulons pour notre quartier. Ça s'appelle la démocratie directe, la démocratie à la base. Donc c'est ce genre d'orientation. Et pour cela, il faut être organisé. Rien ne se fait simplement individuellement parce qu'on trouve que c'est la mode. Ça m'amène à parler de la question des organisations des partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais ça, il faut rien ni trop de partis politiques ici. » Le nombre de partis politiques, ça n'a aucune sorte d'intérêt.
D'autant plus que la plupart, ils sont différents, mais ils défendent la même ligne. Au-delà du nombre de partis politiques, ce qui est important, c'est qu'il y ait des partis politiques et des organisations où le peuple exerce réellement une démocratie directe. En parlant de nombre de partis, on fait la fête avec les Martiniquais, il y a tant de partis. Chaque jour, on va faire notre parti en France. Édouard Philippe a dit qu'il va faire son parti. La semaine avant, Ségolène Royal a dit qu'elle va faire son parti. Combien de partis il y a en France? Combien de partis il y a en France? Mais ce n'est pas un problème, le monde qui a fait parti, c'est à nous de savoir, en tant que peuple martiniquais, ce dont nous avons besoin pour nous organiser politiquement. Il faut qu'il y ait des partis politiques où les gens qui ont la même vision du pays organisent leur action, discutent, se forment, etc. Ceux qui ne veulent pas être dans un parti politique, c'est leur droit le plus strict. Ils travaillent dans des associations, c'est leur droit, etc. Mais il faut que nous comprenions que le principe que c'est la démocratie directe à la base que nous devons développer. Et nous n'avons pas besoin de l'autorité du préfet, du gouvernement, de quiconque pour faire ça. Nous avons besoin d'organisation. Ils ont mis dans notre tête qu'il ne faut pas être organisé, il faut être chacun pour soi. Or, montrons-leur que nous sommes capables de nous organiser et de porter des solutions. J'en arrive à ma conclusion. Nous avons déjà souvent fait cet appel-là. Les structures dans lesquelles nous pouvons changer la vie existent. La famille, c'est le premier noyau. C'est sur la famille que nous avons le principal levier d'action. Il y a des familles désunies. Il y a des conflits entre familles, c'est lié à ce fameux syndrome de Lynch, et la propagande de division, les manœuvres de l'État pour vacciner. Mais enfin, dans chaque famille, il y a suffisamment de gens honnêtes, intelligents, responsables pour dire « Eh, maman, au sein de la famille, nous pouvons constituer un bloc puissant, nous pouvons prendre un pouvoir. » Gisèle, responsable de faire ceci. Gérard, responsable de faire. Il y a des fêtes de la famille qui se sont faites ici en Martinique, au Trois-Îles, un peu partout. On dit 200 personnes. 200 personnes dans la famille là. C'est bien de faire la fête de la famille, de boire. Ah, comment va intellectuel? Mais prenez ça comme socle. Organisons des réunions de famille pour dire économiquement comment nous pouvons avoir un circuit intégré. Sur qui nous pouvons compter pour telle activité économique, pour telle... Bref, en fait, vous avez compris. Le premier socle. Le deuxième, c'est le quartier. Il y a des associations dans tous les quartiers. Les associations qui ont cette vision de l'émancipation humaine, de la réponse des problèmes concrets, de la volonté que ce soit la démocratie directe qui prévale. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire des réunions dans le quartier pour recenser les activités économiques du quartier que nous pouvons soutenir? Pour organiser le soutien scolaire pendant que ces gens-là tuent l'école avec leurs mesures à baba et concernant le Covid. Qu'est-ce qui nous empêche dans chaque quartier que les associations créent des dynamiques d'éducation alternative, de prévention des risques majeurs, d'intégration des économies? Comment le préfet pourra envoyer des forces de l'ordre contre ça? Mais c'est là nous force, c'est là pour nous faire. Les gens qui veulent organiser le peuple, qui disent qu'il faut que le peuple soit libéré, etc. Si vous ne le faites pas dans votre famille et dans votre quartier, qui peut être libéré? C'est là qu'il nous faut commencer. Et puis, j'en arrive aux communes, aux collectivités. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que toute politique, c'est l'IRA. Ce n'est pas vrai. C'est diviser le peuple. C'est inconscient, c'est irresponsable. Il y a des gens, bravo M. Gilbert Couturier d'avoir maintenu le marché des plantes médicinales, mais il y a des conseillers municipaux, il y a des gens qui peuvent comprendre ce message-là de chaque commune. Certains ne le feront pas parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils sont politiciens. Mais il faut se battre pour que au niveau des communes, ceux qui peuvent le faire organisent l'intégration de la population, une meilleure évaluation des besoins sociaux, du désenclavement des quartiers. Ça, c'est une conception politique qui peut unir, indépendamment des idéologies qu'on souhaite avoir. Mais il faut que les collectivités
et locales participent à cette construction d'un mur contre le fascisme, contre le génocide par substitution qui est en train de s'accélérer. Il faut que nous ayons tout cela. Et alors, et pour tous ceux qui sont pour l'émancipation et la souveraineté, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle la ligne de masse. Aucune minorité inorganisée et désarmée ne pourra chasser le colonialisme. Et pour organiser cette unité-là et cette capacité de résister au colonialisme, cela passe par la mise en œuvre de la ligne de masse, formation des gens qui interviennent, études, réflexion, bocantage respectueux entre les gens qui ont des visions différentes, arrêter de se considérer donneur de leçons capables de porter la solution. Et ainsi, on pourra élaborer une stratégie partagée, collective. On n'est pas obligé de se fusionner, chacun dans sa famille, dans son organisation, et qui est d'accord, qui partage cette vision, la met en pratique. Et d'ailleurs, Mao Tse-tung disait que sans fleurs s'épanouissent, c'est que sans école rivalise. C'est ça la solution. C'est ça qui va nous donner une force capable de chasser le colonialisme français et de développer notre pays de façon harmonieuse. Nous vous remercions de votre attention.